Bonjour, lors du dernier cours, nous avons étudié l'exemple du moustique. Et oui, ce moustique nous a permis de comprendre comment se fait l'évolution au niveau des animaux. Vous avez vu qu'une espèce va avoir de la variabilité lors de sa reproduction sexuée, et c'est ainsi que l'on peut arriver à deux moustiques différents simplement parce qu'ils ont été séparés. Oui, rappelez-vous, quand les êtres vivants sont séparés en deux groupes, la variabilité va faire que dans un groupe et dans l'autre, il va y avoir des différences qui vont s'accentuer entre ces deux groupes. C'est ainsi qu'il y a, je le remontre ici, les deux moustiques qui sont formés, ceux qui étaient dans les métros et ceux qui sont restés à l'extérieur, mais vous avez vu aussi un autre exemple, la vidéo qui est là. Et cette vidéo vous a permis de comprendre la même chose, mais avec une dimension temporelle, puisqu'on vous l'explique avec le temps qui défile, sur un autre exemple, celui du pouillot verdâtre. Oui, ce petit oiseau là. Donc ce petit oiseau-là s'est séparé en deux groupes. Là, il n'a non pas été séparé par l'homme à cause du métro, mais il a été séparé par l'Himalaya. Donc cette séparation a créé deux populations différentes qui ont changé, qui ont varié chacune de leur côté, ce qui fait que quand elles se sont retrouvées de l'autre côté de l'Himalaya, effectivement, elles n'ont plus se reproduire ensemble. Ce sont deux espèces différentes. Donc vous notez à la suite du cours. Ces deux observations permettent de comprendre qu'au cours du temps, des individus légèrement différents puissent apparaître et se reproduire en groupes différents qui forment in fine des espèces différentes. Point. Sautez une ligne. L'apparition des nouvelles espèces est donc une conséquence de la variabilité de la reproduction. Point. Maintenant que les choses sont bien claires pour les êtres vivants, c'est-à-dire que l'évolution se fait grâce à la variabilité de la reproduction, et que cette reproduction existe chez tous les êtres vivants, on peut se poser une question. Et oui, pour l'homme, d'après vous, est-ce que l'espèce humaine a subi les mêmes influences, a la même évolution que les autres espèces, grâce ou à cause de la variabilité de sa reproduction? Alors, pour commencer à répondre à cette question, puisque c'est à partir de maintenant la nouvelle leçon qui va nous intéresser, c'est-à-dire l'étude de l'homme, donc cette étude de l'homme va commencer juste après ça. Regardez la petite vidéo qui suit. Mathieu Vidard, bonjour. Bonjour Nicolas. Ce matin, Mathieu, dans l'édito carré, vous intéressez à la différence de taille entre les femmes et les hommes. Oui Nicolas, et alors que l'on rend hommage aujourd'hui à l'anthropologue Françoise Héritier, qui s'est particulièrement intéressée à la question des inégalités entre les sexes, une de ses thésardes, Priscille Touraille, a étudié ce que les scientifiques appellent le dimorphisme sexuel de taille, autrement dit l'écart de taille entre les femmes et les hommes. Car si l'on observe l'espèce humaine, les hommes sont en moyenne toujours plus grands que les femmes, de 6 à 18 cm. Pourtant, les mâles ne sont pas automatiquement plus grands que les femelles dans le monde vivant. Et pour beaucoup d'espèces, c'est même le contraire. Chez le plus grand animal vivant sur Terre, la baleine bleue, la femelle dépasse toujours le mâle. C'est donc une femelle qui domine le monde. Alors, comment explique-t-on le fait que les hommes soient du coup plus grands que les femmes? Eh bien, dans son travail intitulé « Homme grand, femme petite, une évolution coûteuse », Priscille Touraille suggère que la différence morphologique de taille entre les hommes et les femmes n'est pas seulement le résultat de la sélection naturelle, mais aussi le fruit d'une construction sociale liée à l'accès à la nourriture. Depuis des temps très anciens, dans toutes les sociétés humaines connues, les aliments protéinés comme la viande, le lait ou les graisses sont toujours consommés en priorité par les hommes, au détriment des femmes qui se retrouvent carencées. Or, les protéines jouent un rôle très important dans la croissance, la grossesse et l'allaitement. Selon Priscille Touraille, en subissant des limitations nutritionnelles plus sévères que les hommes, ces inégalités alimentaires ont produit sur le long terme une mortalité plus importante chez les femmes de grande taille. Un phénomène social qui expliquerait pourquoi les gènes des femmes de grande taille ne l'ont pas emporté dans l'histoire d'Homo sapiens. Et cette inégalité alimentaire, Mathieu, on la retrouve donc dans de nombreuses cultures. Oui Nicolas, et ce monopole des hommes pour l'acquisition des aliments à haute valeur nutritive est malheureusement terriblement banal. Françoise Héritier racontait qu'au Burkina, un de ses terrains d'études, les petits garçons étaient toujours les premiers à être nourris, les mères n'hésitant pas à obliger les filles à attendre. Mais regardez aussi en France, pendant longtemps dans certaines régions, les femmes ne mangeaient pas à table avec le chef de famille. Elles faisaient plutôt des allers-retours au fourneau et mangeaient ce qui restait. Et même si aujourd'hui, dans les pays occidentaux, les enfants des deux sexes ont accès à la même nourriture, on est d'accord, les discriminations alimentaires perdurent avec des femmes qui, à l'échelle du globe, souffrent 2 fois plus de malnutrition que les hommes. Et ces inégalités de genre, qui se répètent depuis des millénaires, se sont inscrites dans le génome au point d'entraîner des conséquences sur la taille humaine ou comment le social impacte le biologique. Françoise Héritier, elle, mesurait 1,63 m, mais c'est une très grande femme qui est partie hier et à laquelle nous rendons hommage aujourd'hui. Merci Mathieu Vidard. La tête au carré tout à l'heure. On va parler des effets spéciaux. Rendez-vous à 14h sur Inter. Et oui, dans cet exemple, on parle là aussi de morphologie, la forme du corps entre l'homme et la femme. Et vous avez vu que cette morphologie, c'est-à-dire que les femmes soient plus petites, n'est
pas forcément lié à un caractère de l'espèce, mais serait peut-être, c'est une hypothèse, lié à la culture, à la société, qui fait que ces femmes n'ont pas eu de protéines, et que donc seules les plus petites, entre guillemets, ont été sélectionnées par la société humaine. Alors c'est étrange de penser que l'espèce humaine, elle aussi, est influencée comme toutes les autres espèces. Ça nous rappelle peut-être que nous sommes juste des primates, pas tout à fait comme les autres, mais quand même très similaires. Sur ce, je vous dis à bientôt.